Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, tournée nationale de remerciements du Premier ministre dans l'arrière-pays. Amamou Amadou Riba a salué l'engagement citoyen des populations suite au vote référendaire. Il a ensuite invité les acteurs des médias à plus de responsabilités. Appui à l'éducation au lycée Yimbaya, les anciens élèves de la promotion Kotobari offrent des kits didactiques, des bureaux et des tables-bancs à l'établissement. Et puis au Sénégal, le salon du livre féminin de Dakar a mis l'accent sur la résistance. Des Guinéens sont invités. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal, tournée nationale de remerciements du Premier ministre après le vote référendaire. Amamou Amadou Riba a bénéficié d'un accueil chaleureux. Le chef de gouvernement a salué l'engagement citoyen des populations avant de s'entretenir avec la presse locale sur le rôle essentiel des médias dans le renforcement de la démocratie et la redevabilité de l'action publique. Reportage Ousmane Bangoura. Mamou, la cité Carrefour, a réservé un accueil chaleureux au Premier ministre chef de gouvernement en tournée nationale de remerciements après le référendum constitutionnel. À la Maison des Jeunes, autorités administratives, notables et une jeunesse fortement mobilisée ont tenu à exprimer leur reconnaissance au gouvernement pour les efforts consentis en faveur du développement local et national. Monsieur le Premier ministre, la population de la région administrative de Mamou accueille votre visite avec joie, responsabilité et espoir. Elle y voit un encouragement à la persévérance sur la voie de la paix, de la solidarité, du développement et du patriotisme. Amadou Ouriba, un véritable coordinateur national de la campagne référendaire, salue ici l'engagement exemplaire des populations de la région, mobilisées autour des idéaux de paix et de développement, prônés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. La Guinée a réussi une étape extrêmement importante dans son évolution pour sa refondation et pour sa renaissance. D'abord, c'est le fait qu'on ait pu organiser tout le processus dans la paix, dans la fraternité, dans la convivialité. Et ça, c'est une victoire de nous tous sur nous-mêmes, pas contre quelqu'un, mais contre nous-mêmes, parce que des décennies et des décennies, les élections ou les consultations ont toujours été émaillées de disputes, de conflits et de divisions. Grâce à Dieu, le travail qui a été accompli montre que nous sommes capables de nous unir. Nous sommes capables de regarder tous avec une large majorité dans la même direction. C'est cela qui fonde une nation. Parce qu'à partir du moment où l'effectivité de la nation est devenue une réalité, on peut construire le futur, construire le développement sans crainte, avec assurance. Donc, merci beaucoup pour cette capacité d'assurer cette opération référendaire dans le calme, dans la dignité. Les administrateurs territoriaux, vous y êtes également pour beaucoup, parce que d'habitude, c'est l'administration étatique qui peut, en ne faisant pas conséquemment ce qu'il faut, qui crée des dissensions à la base. Neutralité, efficacité, respect des textes vous a garanti et vous devez encore davantage assumer cette responsabilité et agir dans la même direction. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Jean Mamadi Doumbouya, dans un premier temps, demandait à tous ceux qui ont été dans le cadre de la campagne référendaire de retourner et de remercier les populations
par rapport à leur engagement et leur action pour le référendum du 21 septembre. Par la suite, il a estimé qu'il faut que le Premier ministre fasse le tour, visiter toutes les capitales régionales et faire entendre le message à travers les autorités locales, à travers les autorités territoriales, à l'ensemble de la population, que le président de la République est satisfait et vous remercie. La deuxième étape, c'est le 28 décembre 2025. Là aussi, préparons-nous. Tirons les leçons de tout ce qui n'a pas correctement marché lors de la campagne référendaire et lors du référendum pour corriger les tirs, pour que le 28 décembre soit sans aucune défaillance, que ce soit sur le plan logistique, que ce soit sur le plan d'orientation des populations, pour savoir où voter et comment voter, dans le respect des choix de chacun de nos compatriotes. J'en profite pour dire à tout le monde, la carte d'électeur qui est en votre possession, il faut la conserver jalousement, parce que c'est la même carte qui permettra de voter pour la présidentielle, voter pour les législatives. Dans la continuité de son séjour à Mamou, le Premier ministre s'est ensuite entretenu avec les journalistes de la région administrative. Une rencontre placée sous le signe de la redevabilité et du professionnalisme a permis de rappeler la place essentielle de la presse dans le processus démocratique engagé par le gouvernement. Amadou Ouriba a souligné que la redevabilité chère au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ne saurait exister sans aucune presse libre, proactive et constructive. Dans la préfecture de Télémélé, des messages de remerciement ont été adressés à la communauté. Les cadres ressortissants ont exprimé toute leur reconnaissance à la population suite à la stabilité observée pendant et après le vote. Depuis Télémélé, Tcherno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Après le référendum, le parrain de la préfecture de Télémélé, Dr Omar Djeba, est dans la localité. Accompagné des ressortissants, il rencontre les autorités administratives, des présidents des délégations spéciales ainsi que les sages des 14 sous-préfectures de Télémélé. L'objectif est clair, remercier l'ensemble des acteurs locaux pour le bon déroulement du scrutin référendaire. Ce vote qui s'est passé dans des conditions très bonnes parce qu'il n'y a pas eu d'incident et ça s'est passé dans le calme, la sérénité, la transparence et en toute responsabilité. Et nous, pour ce qui est de la préfecture de Télémélé, il fallait que nous revenions ici, échanger avec les leaders d'opinion à tous les niveaux pour leur exprimer notre gratitude, les remercier pour tous les efforts qui ont été fournis en faveur du oui. Le travail que nous avons fait pendant ces 4 ans ont donné à ce résultat 94,54% pour le oui et 92% de participation. Tout ça, ça a à voir avec le chef de l'État, sa vision pour la nation. Cette rencontre avec les leaders d'opinion a également servi de cadre d'échange autour des actions entreprises par le chef de l'État depuis le 5 septembre, notamment dans la préfecture de Télémélé. Des messages forts en faveur de la cohésion sociale et de la quiétude ont été transmis. Avant de quitter Télémélé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, parrain de la préfecture, a exhorté les populations à maintenir cette dynamique de paix à l'approche de l'élection présidentielle prévue pour le mois de décembre prochain. Dans le monde du travail, une campagne de contrôle systématique est lancée en Guinée. Le top départ est donné dans 4 entités publiques et privées de Conakry. Cette activité qui se déroulera sur une période d'1 mois vise à renforcer la régulation, la transparence et la bonne gouvernance dans le monde du travail. Moussa Namina Keita, Mohamed Cherif Kamara.
C'est une campagne d'envergure nationale que vient de lancer l'Inspection générale du travail. Elle engage un vaste contrôle systématique dans les secteurs stratégiques de l'économie. Le lancement symbolique a eu lieu à Conakry au sein de plusieurs institutions, dont Ecobank, l'AGIP, NCA Assurance et Diwalgui. L'objectif de cette campagne est d'abord de questionner le système. Ce sont des secteurs qui embauchent un certain nombre de personnes. Il y a eu des conflits qui sont nés dans ces secteurs liés à l'utilisation des sociétés de placement, liés à des heures de travail. Le diagnostic posé avant ne nous permettait pas de voir vraiment clair la situation des travailleurs de ce secteur. C'est quelque chose qui fait partie de nos plans d'action, fait partie de nos missions. Et nous travaillons étroitement avec l'Inspection générale du travail sur beaucoup de dossiers. Et vraiment, ça nous fait plaisir de le recevoir aujourd'hui pour ce contrôle. Cette initiative vise à instaurer un environnement de travail plus juste, respectueux des droits des travailleurs. Nous avons compris que cette campagne qui est à l'initiative des autorités vise à instaurer une culture de transparence, d'équité, mais aussi de responsabilité au sein de nos différentes institutions. Nous accueillons avec plaisir la démarche de l'Inspection générale du travail, qui est là dans une démarche pédagogique pour aider les entreprises que nous sommes, afin qu'elles puissent être des entreprises citoyennes et qu'elles puissent respecter la législation. Jusqu'au 10 novembre prochain, l'Inspection générale du travail entend poursuivre cette mission dans tout le pays. Une étape décisive dans la réforme du système d'inspection en Guinée au service d'une gouvernance plus rigoureuse. Lancement aussi de la campagne de vulgarisation de la loi et politique nationale de volontariat en Guinée. C'est la ville de Kindia qui a abrité l'événement. Cette campagne se veut un espace d'information, de mobilisation et de motivation pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse à travers le volontariat. Bureau RTG Kindia, Alpha Yassila, Fana Labaya Kamara. Ici à Kindia, le ministre de la Jeunesse est dans cette salle avec le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Objectif, lancer officiellement la campagne de vulgarisation de la loi et la politique nationale du volontariat en Guinée. En formulant le vœu que cette initiative soit couronnée de succès et suscite des échanges riches et constructifs, j'en appelle à la jeunesse de Kindia pour qu'elle prenne une part active à la conférence débat. Vous avez devant vous une équipe engagée, prête à braver la pluie, le soleil, la poussière pour aller à la rencontre de la communauté afin de leur expliquer le bien fondé de cette loi et de cette politique nationale de volontariat. La formulation de la loi et politique du volontariat a été un processus soutenu techniquement et financièrement par le PNUD. Nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse pour l'épanouissement socio-économique des jeunes. Parce que le volontariat, comme l'a dit monsieur le directeur, c'est un don de soi, c'est un engagement pour les communautés, c'est un engagement et un acte de solidarité vis-à-vis aussi de la nation. Le volontariat est bien plus qu'un système de solidarité. C'est un levier puissant de développement, de cohésion sociale et d'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Il est reconnu par les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO comme une priorité stratégique pour renforcer la résilience des communautés, promouvoir la paix et favoriser l'engagement citoyen des jeunes. Il n'y a pas longtemps, 350 volontaires viennent de passer par l'ASCAD afin d'assurer leur formation morale avant leur déploiement. Pendant ce temps, au port autonome de Conakry, l'heure est à l'amélioration de la cadence et l'évacuation des marchandises pour désengorger le quai. Déjà, une nouvelle grille est lancée pour faciliter les opérations. Nabi Kamara. Maintenir les bonnes pratiques et promouvoir la compétitivité tout en favorisant l'émergence de l'économie guinéenne, c'est l'objectif que se fixe actuellement le port autonome de Conakry. Sa direction générale essaye d'améliorer la cadence de la charge et la décharge des marchandises. On est en période de congestion au port autonome de Conakry. Vu le flux de marchandises et l'évolution récente
de nos capacités ici ont été très bien testées et présentement on traverse une période de congestion. C'est-à-dire on n'arrive pas à évacuer rapidement les marchandises qui arrivent pour libérer les conteneurs et les produits qui arrivent et les bateaux. Donc par conséquent, on a mis plusieurs mesures sur place pour essayer de remédier à cette situation. Parce qu'elle n'est pas souhaitable. On ne veut pas, ça retarde l'économie et ça cause beaucoup de soucis auprès de nos clients. Donc comme vous le voyez, il y a une grue derrière nous, qui sont deux d'ailleurs, mais il y a une qui existait. La deuxième grue là, c'est une grue qui est arrivée vendredi, on l'a mise en action, qui a une capacité de près de 125 tonnes. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pour accélérer justement cette cadence de charge et de décharge des conteneurs. Donc ici avec Conakry Terminal, on est au niveau du quai 10. La communauté portuaire et les partenaires stratégiques comme Alport multiplient les initiatives pour plus de compétitivité. On a maintenant augmenté la cadence de charge et de décharge au niveau du quai 10, parce que le quai 12, lui que vous voyez de loin, on a des portiques, il est bien équipé, il arrive à faire rapidement les charges et les décharges des conteneurs. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, le port autonome de Conakry a connu une grande évolution. Pour redorer son blason et s'inscrire dans une logique de pérennisation, de nouvelles mesures sont annoncées. Et pour la modernisation de la gouvernance locale à Sérédou, le département de l'administration du territoire vient de poser la première pierre d'un important projet d'infrastructure destiné au Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux. Un investissement, vous allez le voir, pour l'avenir des collectivités territoriales. Reportage lancé Kamisoko. C'est un projet qui s'inscrit directement dans la vision gouvernementale de doter les collectivités locales de moyens modernes de gestion. Il comprend entre autres la construction de la résidence du directeur du centre de formation, l'édification d'un restaurant moderne, l'aménagement complet de la cour, ainsi que la rénovation totale du bloc administratif de la sous-préfecture de Sérédou. C'est donc un double impact, la formation des cadres et l'amélioration des conditions de travail de l'administration locale. La construction du restaurant et du logement du directeur de ce centre s'inscrit dans la politique de déconcentration et de proximité voulue par les autorités au plus haut niveau du pays, sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. La cérémonie de lancement suscite une vive satisfaction. Ce projet, financé par le budget national de développement, BND, traduit la volonté ferme du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, de doter nos collectivités d'infrastructures modernes, fonctionnelles et durables. La confiance portée à notre entreprise nous engage à réaliser ce projet à bon terme et dans le délai escompté. Avec cette pose de première pierre, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation franchit une nouvelle étape concrète. Il confirme sa détermination à moderniser l'administration publique, non seulement pour le service des cadres, mais surtout au service du développement local et du bien-être des populations de Sérédou et environ. Et puis cette bonne nouvelle pour les responsables préfectoraux et communaux de l'Office guinéen du bois. Ils viennent de bénéficier de matériel roulant devant leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail et renforcer la lutte contre l'exploitation illégale de nos ressources naturelles partout dans le pays. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Pendant que l'exploitation forestière redémarre dans les différentes préfectures du pays, le ministère de l'Environnement renforce les capacités opérationnelles de ses agents sur le terrain. L'ensemble des chefs d'antenne de l'Office guinéen du bois, des 33 préfectures et des différentes communes de la capitale sont dotés à moyens roulants. Les motos sont un bien de l'État, mis à votre disposition pour le service public. Je vous confie aujourd'hui ces nouveaux outils de travail. C'est un témoignage de la confiance que la direction et le ministère placent en vous. Venus de partout, ces soldats de la nature, jusque-là en manque de moyens de mobilité, pourront ainsi renforcer leur présence sur le terrain
et accroître les fréquences de contrôle. Aujourd'hui, ces outils-là, c'est vrai que c'est des outils de l'État, mais l'État, c'est vous. L'État, c'est nous. Il ne faut pas en faire des motos pour aller dans le marché, pour aller dans les cérémonies. C'est des motos pour aller faire les suivis sur le terrain. Les engins qui vous sont remis, le message de madame, c'est quoi? C'est que ces engins doivent être utilisés exclusivement pour les travaux de terrain. La refondation, c'est créer toutes les conditions optimales pour qu'on puisse effectivement répondre valablement de nos fonctions et de nos attributions. C'est dans le cadre du programme de refondation initié par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Avec cette remise de matériel roulant, le combat pour une exploitation durable et rationnelle des ressources naturelles se voit désormais renforcé. Dans le domaine de l'éducation, l'amicale Kotobari accompagne le lycée Yimbaya. Ce sont entre autres du matériel didactique et mobilier de bureau pour les 24 salles de classe. Objectif, améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Des précisions avec Moussa Bangoura. Le lycée Léopold Sédar Senghor ou lycée Yimbaya, un des plus grands établissements publics de la capitale. Cette école a formé tant de cadres qui ont rendu de bons et loyaux services à l'administration guinéenne. Ici, les anciens élèves réunis en association dénommée Amicale Kotobari unissent les efforts pour accompagner cet établissement en cette ouverture des classes. Un geste composé de matériel didactique, des chaises et tables pour contribuer à améliorer les conditions d'apprentissage. Chaque initiative en faveur de l'école s'inscrit dans une dynamique nationale visant à bâtir une société plus instruite, plus équitable et plus prospère. Nous lançons un appel fraternel à toutes les autres associations d'anciens élèves. Unissons nos forces afin de contribuer ensemble à l'amélioration du cadre de vie et de travail dans nos établissements scolaires. Ces mobiliers de bureau sont destinés aux 24 salles de classe. Responsables éducatifs, enseignants et élèves se réjouissent. Ils étaient venus ici la dernière fois, ils ont constaté dans les différentes salles de classe que vraiment les enseignants étaient assis sur des tables bancs comme leurs élèves. Ils n'ont pas trouvé cela normal, alors ils nous ont promis qu'ils allaient revenir. Nous ne pouvons que les remercier. À travers cette activité, des hommages ont été rendus à Kotobari, ancien proviseur du lycée Yimbaya, qui a marqué son passage de manière positive au lycée pendant 13 ans. À l'époque, on diffusait déjà à la radio. Mais quand on commençait lycée Yimbaya, les gens se disaient que nous avons une magie ici pour pouvoir donner le bac aux élèves. C'était tout simplement une organisation interne. Les professeurs, je dis bien, étaient en famille. Vous avez été reconnaissants, que Dieu guide vos pas. En guise d'encouragement, des satisfecits ont été remis à certains enseignants qui se sont illustrés dans l'encadrement des enfants. A précisé qu'Elhaj Abdoulaye Bari dit Koto Bari, l'ancien proviseur du lycée Yimbaya que vous venez de suivre dans ce reportage tourné avant-hier vendredi est décédé ce matin des suites de maladie. Son enterrement est prévu demain lundi au quartier d'Abompa, paix à l'âme de l'illustre disparu. Pour soutenir toujours et encourager la scolarisation, plusieurs initiatives scolaires continuent de voir le jour. Parmi elles, la remise des kits scolaires aux élèves de l'école primaire de Frigiadi Plateau dans la préfecture de Koya. Reportage Marwan Kamara. La joie se lit sur les visages de ces élèves de l'école primaire de Frigiadi Plateau dans la commune urbaine de Mania. Chacun de ces élèves reçoit un kit complet pour bien débuter l'année scolaire 2025-2026. C'est un geste de la Fondation Real Cœur. L'opération s'inscrit dans un vaste programme de soutien à l'éducation. Et aujourd'hui, ce n'est que la moindre des choses que nous puissions faire en choisissant Koya. Une manière de leur rendre l'appareil, mais aussi nous savons que l'éducation est un point clé pour les projets du général Mamadi Doumbouya, notamment par rapport au projet Simandou Académie 2040. Donc c'est une façon aussi pour nous d'ajouter notre grain de sel. Il y a beaucoup d'écoles à Koya.
mais le choix est tombé sur Friguiadi Plateau. Je vous remercie énormément. Je prie Dieu qu'il bénisse vos œuvres et que ça soit coutumier pour d'autres écoles. En milieu rural, de nombreux parents peinent à trouver les kits scolaires pour leurs enfants. Ce geste vient ainsi soutenir les familles confrontées à des difficultés financières en cette période de la rentrée scolaire. Quand ils viennent dans ces écoles-là, il faut faire la lecture du visage de ces enfants-là. Tu sens réellement qu'il y a un besoin criard. D'autres même ont des chassés plastiques. Ils mettent leur effet dedans. Donc donner un sac à ces jeunes-là, c'est comme ouvrir le paradis. Hein? Nous remercions Rialcar qui a pensé à eux. Cette participation démontre l'attention et l'intérêt que la Fondation Rialcar porte sur l'accès à une éducation de qualité pour les enfants en situation difficile en Guinée. En Zérékoré, la Confédération nationale des organisations socio-professionnelles de l'élevage de la région vient d'animer un espace d'échange et de partage d'expériences sur les bonnes pratiques de gestion des produits et sous-produits d'origine animale. L'idée est de prévenir les maladies zoonotiques tout en favorisant la compétitivité des produits locaux. Reportage Mohamed Salioupaï. Ils sont venus des 6 préfectures de la région administrative de Zérékoré et ils ont un seul objectif, partager leurs expériences sur les pratiques de gestion des produits et sous-produits d'origine animale. L'initiative est de la Confédération nationale des organisations socio-professionnelles de l'élevage en Guinée. L'objectif recherché, c'est d'appliquer l'hygiène des aliments d'origine animale. Donc il faut sensibiliser la population, sensibiliser les acteurs qui sont sur cette chaîne, pour que les manières de traitement changent. Tout ce qu'on parle là, il faut parler de la santé. Et la santé, c'est à travers la consommation des produits et sous-produits d'origine animale. Si ces produits-là ne sont pas entretenus, ne sont pas produits de façon correcte, on aura toujours affaire aux maladies, surtout les maladies zoonotiques. Du bétail au lait, en passant par des sous-produits, le secteur de l'élevage a toujours été un levier économique durable pour le monde rural guinéen. D'où la nécessité de valoriser ce secteur porteur de croissance. Les sous-produits animaux, souvent négligés ou mal gérés, représentent pourtant une source économique importante. Lorsqu'ils sont bien valorisés, ils contribuent à la création d'emplois, à la réduction du gaspillage et à la protection de l'environnement. Cette démarche de promotion de bonnes pratiques, de renforcement de capacités des acteurs et de la mise en conformité avec les normes internationales en matière de gestion durable des ressources animales se déroule sous l'impulsion du ministère de l'élevage. Volet santé toujours dans la ville de Labé, une campagne de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète est en cours. Elle a permis à plusieurs personnes de connaître leur statut. Reportage Sarafdine Diallo, Nabila Kamara. En Guinée, le diabète et l'hypertension artérielle ne sont plus des maladies marginales. Elles représentent désormais un véritable défi de santé publique. Une campagne de dépistage et de sensibilisation est en cours dans toutes les préfectures de la Moyenne-Guinée avec pour ambition de toucher 10 000 personnes. L'initiative est portée par l'Ordre de Malte France et Sanofi Global Health Unit. 120 professionnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ainsi que 460 agents de santé communautaire ont été formés et outillés pour détecter, prendre en charge et accompagner les patients atteints de diabète et d'hypertension. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage que nous lançons aujourd'hui revêt une importance capitale pour la santé de nos populations. Elle permet non seulement de dépister gratuitement les personnes à risque, mais aussi de renforcer les connaissances de la population sur les bons comportements à adopter. Le manque de dépistage conduit souvent à des complications graves, accidents vasculaires cérébraux, infarctus ou insuffisance rénale. La bonne nouvelle est qu'on peut prévenir toutes ces complications, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame la sous-préfecte, en adoptant un mode de vie sain, sans tabac, sans alcool, en réduisant le sel, en pratiquant une activité physique
régulière. Nous voulons impliquer toute la population de Popoda pour que chacun puisse venir se dépister et savoir son statut pour qu'il puisse se comporter pour l'avenir. À l'échelle mondiale, les maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension figurent parmi les principales causes de mortalité. En Guinée, une personne sur 3 est hypertendue et les décès liés aux maladies cardiovasculaires ne cessent d'augmenter. Allons à Mamou, où des prestataires de santé du pays viennent d'être outillés sur la prise en charge sanitaire des victimes des complications liées aux mutilations génitales féminines. C'est sur initiative du ministère de la Promotion féminine. La formation qui a duré 3 jours a été financée par l'UNFPA. Sur place, Mamadou Patebalde. Selon les experts en santé, les mutilations génitales féminines constituent un frein à l'épanouissement de la femme et la jeune fille. Ces pratiques entraînent de graves complications sur leur état de santé. Face à ces conséquences, la Direction nationale de la promotion féminine et du genre tente de rehausser le niveau des prestataires de santé des 4 régions naturelles du pays sur les techniques de prévention et la prise en charge des victimes de VBG. Et pourquoi ces sages-femmes? Parce que parmi les pratiquants de la mutilation génitale féminine, suivant l'IDS de 2018, les 31% sont des agents de santé, particulièrement les sages-femmes, les matrones. Et donc ça va un peu en contradiction avec les dispositions légales. Financé par l'INFPE, l'ambition est d'élargir la sensibilisation à l'endroit des prestataires sur les dangers de la médicalisation et de procéder à la mise en place d'un comité de suivi et de surveillance dans les structures sanitaires du pays. Il faut retenir de cette formation une réelle volonté de notre institution, l'UNFPA, à accompagner le gouvernement guinéen à travers la démédicalisation des MGF. En tant que sage-femme, d'abord, je continuerai à renforcer les sensibilisations, comme on faisait les sensibilisations avant. Cette rencontre permettra à ces prestataires venus des régions de Labé, Mamou, Kankan et Zérékoré d'intervenir de façon efficace dans l'exercice de leur profession en cas d'urgence. Fin à Kissidou de la première session du comité de pilotage technique régional de la santé de Farana. Les participants ont procédé à l'évaluation de la performance des structures déconcentrées, les IRS ou encore DPS, des projets et programmes dans la mise en œuvre des activités au cours des 6 mois écoulés ont été également passés en revue. Ibrahima Oulem Fofana est notre correspondant régional. Suivez. Au niveau régional. C'est la rencontre du comité technique de la santé de la région administrative de Farana. Elle regroupe les cadres régionaux et préfectoraux du secteur de la santé des 4 préfectures de la région. Pendant 4 jours d'activité, ces professionnels de santé passent en revue l'ensemble des activités du premier semestre de l'année en cours. Nous prenons acte des défis identifiés dans plusieurs activités en matière de couverture vaccinale par exemple, la disponibilité des intrants, les ressources humaines et le renforcement de capacités des agents de santé. Nous, partenaires, nous réaffirmons notre engagement à accompagner l'inspection régionale de la santé de Farana et l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre des recommandations issues de ce comité. Les patients peuvent s'attendre d'abord à la mise en œuvre effective de la feuille de route, qui n'est autre que rapprocher la santé à la communauté. Également faire une amélioration continue des soins de santé primaire au niveau déconcentré et prendre en compte toutes les préoccupations de la communauté. La rencontre a permis de diagnostiquer tous les aspects de la santé, de prendre de nouvelles mesures en faveur d'une couverture sanitaire réussie dans la région. À présent, je vous amène à Dakar, la capitale sénégalaise, où se tient le premier sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces adolescentes issues de 24 pays prennent part à la rencontre. L'idée est d'amener ces futures personnalités de l'Afrique à parler d'une même et seule voix. Mohamed De Camara est notre envoyé spécial. Suivez. Ce premier sommet sur les jeunes filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre réunit environ 250 filles leaders, actrices du changement. Elles viennent de 24 pays africains. La rencontre
vise à donner une plateforme régionale spécifique dominée par les voix des filles. Avec une délégation très fournie, la Guinée prend part aux travaux. La nouvelle constitution en fait foi par ses articles 21 et 26 qui rendent l'éducation obligatoire et gratuite et aussi la protection des filles contre toutes les formes de violence. Je suis né en Guinée, j'ai grandi en Guinée et surtout je connais les problèmes du pays de nos jeunes filles. C'est pourquoi nous sommes là, nous et l'UNICEF, pour les accompagner et les soutenir. Les partenaires du gouvernement guinéen, comme l'UNICEF, accompagnent cette initiative sous-régionale. Toutes les stratégies sont aujourd'hui menées pour atteindre l'objectif visé. On va continuer à travailler avec le gouvernement pour renforcer les interventions sur le domaine de l'éducation, sur le domaine de la santé et la promotion des enfants et notamment des filles. Déjà, on va commencer par saluer tous les efforts que le gouvernement guinéen est en train de mettre en place pour l'épanouissement des jeunes filles en République de Guinée. Les filles vont contrôler l'Afrique parce qu'elles en ont les capacités. Ces travaux de 2 jours auront entre autres thématiques l'éducation inclusive, la promotion de la santé des adolescentes, la lutte contre les violences basées sur le genre, le tout rythmé par des panels de haut niveau, notamment sur le financement des projets en lien avec l'épanouissement des jeunes adolescentes sur le continent. Dans le pays de la Teranga, toujours se tient le Salon du livre féminin de Dakar. La Guinée est à l'honneur de ce rendez-vous littéraire. Cet événement célèbre cette 4e édition sous le thème de la résistance. Reportage Ousmane Ba, Youssouf Kamara. La Guinée était attendue et elle arrive de plein pied au Salon du livre féminin de Dakar. Un rendez-vous littéraire qui est à sa 4e édition et qui consacre la Guinée comme pays invité d'honneur. Dans cette délégation guinéenne, 12 écrivaines. L'événement est célébré sous le thème résistance, comme pour revendiquer et défendre les droits des femmes à travers les belles lettres. Le fait que ces femmes sont présentes ici aujourd'hui démontre la volonté de son Excellence Monsieur le Ministre d'accompagner la littérature féminine, de valoriser les écrivaines et de leur offrir un espace d'échange, cet espace, une tribune internationale en quelque sorte, pour que leurs œuvres puissent inspirer, rayonner et dialoguer. Je profite de ce salon pour promouvoir mes 2 ouvrages, mais au-delà de porter les messages surtout qui se retrouvent dans ces 2 livres, Cœur meurtri, vous le savez, c'est un hymne à la vie et Rêve brisé, c'est une façon de dénoncer les abus sexuels et c'est pour moi l'occasion de partager le contenu de ces ouvrages à tous les participants pour qu'ils sachent quand même qu'il y a des voix qui se lèvent, des voix féminines surtout. Dans le stand guinéen, plusieurs œuvres d'éminentes écrivaines des premières heures et de la nouvelle génération, telle que Mo Mariam Kourouma, la Benjamin de la littérature guinéenne avec son œuvre Les Contes de Mbo. Pratiquement les larmes aux yeux de voir qu'une jeune fille comme ça a pu écrire ce si beau livre de contes et qu'elle soit sélectionnée pour venir ici à Dakar. Bravo pour elle. Je suis très contente et surtout fière de représenter la Guinée. Ce rendez-vous de partage d'expériences est marqué par l'animation de plusieurs panels où se côtoient les lettres et les mots avec des idées qui façonnent l'imaginaire. La Grande Mamaya à Grenoble en France, l'événement mobilise des Guinéens et Maliens pour la valorisation de la culture, mais aussi inculquer ces valeurs aux enfants de la diaspora. Reportage Alia Keita, Sekou Fernand Koroma. Retrouvailles culturelles. La 7e édition de la Grande Mamaya Internationale est encore au rendez-vous cette année. C'est la ville de Grenoble qui vient de vivre cette édition. La Guinée forestière était à l'honneur dans une ambiance festive. Il s'agit au cours de la structure Copa Event de promouvoir la culture et de nouer des relations de fraternité entre les pays participants. C'est un devoir pour nous de transmettre nos valeurs à nos enfants qui sont nés ici. Donc la motivation est partie de là. La transmission des valeurs à la source. Donc on ne pouvait pas rester sans instaurer la Mamaya ici qui est devenue maintenant notre patrimoine culturel
Et ça fait 7 ans nous sommes là-dessus. L'année dernière, la moyenne Guinée à l'honneur. Cette année, la Guinée forestière. L'année prochaine, la Basse-Côte et le Sénégal comme pays invités d'honneur. Placés sous le parrainage de la République du Mali, les ressortissants de ce pays frère ont répandu massivement à cette Mamaya internationale. La Guinée et le Mali, deux pays qui partagent une culture commune. Comme le Mamaya est né à Bamako et que c'est reporté à Kankan, nous sommes à l'honneur de cette soirée-là. Ça fait vraiment plaisir parce que le Mali et la Guinée, c'est le même peuple. Ça fait plaisir de faire ce genre de soirée, d'organisation, pour qu'en France, les Européens puissent voir que nous avons une culture vraiment formidable. L'organisation de la Mamaya internationale est un creuset pour la valorisation de notre identité, histoire de permettre aux jeunes Guinéens nés en Europe de vivre la culture de leur pays. Pour donner de la couleur à l'événement, deux artistes guinéens de renom, Mbalou Kanté et Alpha Diodara, ont animé la soirée. Sport, la Fédération guinéenne de judo s'inscrit dans la dynamique de promotion de ce sport de combat en Guinée. C'est dans cette optique qu'elle a bénéficié d'un important lot de matériel et d'équipements grâce à l'appui de la Fédération internationale de judo. Il y a eu également la signature d'un partenariat avec Mondial Express. Reportage Abdoulaye Diallo, Sadouba. La date du 9 octobre 2025 reste désormais gravée en lettres capitales dans les annales du judo guinéen. Elle marque l'acquisition d'un important lot de matériel et d'équipements pour répondre efficacement aux attentes liées à l'organisation des compétitions de haut niveau pour plus de performances des judokas. Un appui de la Fédération internationale de judo en faveur de la Guinée. Ce don que vous venez de voir venant de la Fédération internationale de judo est vraiment salutaire. La Guinée et le Japon entretiennent également une longue histoire en matière de judo. Certains judokas guinéens ont eu l'opportunité de se former au Japon. Des judokas japonais sont venus enseigner en Guinée. Cependant, ces dernières années, le défi consiste à relancer ces échanges. Au regard des multiples résultats positifs sur le continent et ailleurs dans le monde, le judo se retrouve parmi les 4 meilleures fédérations nationales du prix Nimbador. Des prouesses qui attirent et marquent les esprits. D'où la signature du partenariat entre la FEGI Judo et Mondial Express. Nous avons souhaité, à travers ce partenariat, accompagner sur le long terme la fédération de judo, aussi bien en termes, comme je l'ai dit, de mobilité qu'en termes d'équipement, mais aussi l'organisation même des compétitions à travers la Guinée et à l'international. Les disciplines ont pour mission première l'occupation saine de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes autour, donc depuis l'année dernière, nous faisons les statistiques de 2700, environ 3000 licenciés pour le judo en Guinée, pour que nous organisions pour la toute première fois un Open de judo en République de Guinée en 2026. Avec l'acquisition de ces matériels et l'accompagnement des partenaires, la FEGI Judo sera apte à organiser des compétitions de grande envergure, comme le championnat national prévu du 22 au 24 octobre prochain et éventuellement l'Open de Conakry en octobre 2026. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté des Go. C'est dans la préfecture de Lola comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.